Chers collègues, bonjour. Merci d'être là. Il est toujours difficile de reprendre après un aussi bon repas. Toutefois, on va essayer de tout de même de rester très attentif et d'être, en ce qui nous concerne, donc les plus attractifs de façon à éviter quelques sommeils qui pourraient éventuellement s'installer ici ou là. Depuis 2 jours, donc, nous échangeons sur l'école et le numérique, sur le numérique et l'école dans l'ère du numérique. Force est de constater que le numérique occupe désormais une place centrale dans les actions en faveur de l'amélioration de notre système éducatif. Nous devons donc avoir la volonté d'inscrire dans nos établissements le numérique au cœur des pratiques d'enseignement, d'en faire un outil d'usage aussi fréquent que le tableau noir et tout ceci au service de la réussite des élèves et de tous les élèves. Cela a des conséquences importantes pour tous les acteurs du système éducatif. Pour les personnels d'encadrement qui doivent impulser, accompagner, évaluer, monter des projets. Pour les enseignants qui doivent désormais repenser leur approche pédagogique. Un numérique maîtrisé et bien pensé doit aussi permettre de développer des pratiques pédagogiques attractives, innovantes, efficaces. Cela a été dit hier à plusieurs reprises, notamment par Madame Bizot. Il doit renforcer aussi le plaisir d'apprendre et de venir dans nos établissements. Il doit permettre de diversifier les parcours, de s'adapter à des rythmes d'apprentissage différents. Comme nous le voyons, les enjeux sont d'envergure, éducatifs, économiques, sociaux, sociétaux. Former des citoyens capables d'agir de façon responsable et autonome, favoriser la construction de compétences transversales sont des raisons qui plaident pour une généralisation des usages du numérique dans notre système. Généraliser, oui, mais comment ? Comme cela l'a été dit déjà hier matin, il est désormais inscrit que l'entrée simplement techniciste a montré ses limites. Certes, une réflexion et une gestion efficace des matériels doit être présent, maintenue et évoluer pour permettre de meilleurs usages. Cette condition première est nécessaire, mais pas suffisante. C'est bien l'approche pédagogique et la conception même de l'acte d'apprendre que bouleverse le numérique. Il y a donc urgence à penser, voire inventer des modèles pédagogiques intégrant le numérique en lien avec la réalité de la société actuelle, mais aussi, certainement, dans l'optique de préparer celle de demain. C'est pourquoi cette table ronde va nous permettre d'aborder 3 questions importantes. Comment faire réussir les élèves à l'ère du numérique ? Comment faire évoluer les pratiques pédagogiques ? Comment développer les usages des enseignants et des élèves ? Pour répondre à toutes ces questions et engager une réflexion, un échange entre nous tous, vont participer déjà à cette table ronde Madame Claude Valta, inspectrice pédagogique régionale en écogestion, doyenne des IAIPR sur l'Académie de Dijon, Madame Isabelle Négrel, proviseure du lycée Abdelkader de Beyrouth, qui, comme vous le savez, scolarise près de 2000 élèves du primaire, collège et lycée, Monsieur Olivier Dulac, de l'Aisne, qui est chef d'établissement et qui occupe aujourd'hui les fonctions de responsable de l'innovation pédagogique et du numérique à l'Aisne, Monsieur Philipposi, professeur d'histoire-géographie à Tripoli au Liban, et Monsieur Perrochot, professeur des écoles au lycée français de Valladolid. Excusez-moi. Là aussi, c'est la suite du repas, vous voyez, c'est difficile. Alors, pour lancer ces premiers échanges, Monsieur Dulac et Madame Valta pourra aussi apporter quelques éléments par rapport à cette première question. Quel est aujourd'hui, d'après vous, l'état du déploiement du numérique dans le système éducatif français ? Et comment l'Aisne peut participer à faire en sorte que ce numérique se développe dans le cadre de la politique arrêtée par le ministère et nos ministres ?
Bien, merci Monsieur Chaput. Donc à votre question sur l'état du déploiement du numérique dans le système éducatif français, je crois que Madame Bizot et la table ronde d'hier a déjà largement répondu à cette question. Donc je renverrai les collègues aux conclusions et aux débats qui ont eu lieu hier. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est d'essayer de pointer un petit peu la dynamique, la seconde partie de votre question, que l'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche a engagé depuis maintenant 4 ans, avec, on peut le dire depuis un certain nombre d'années, une profusion et une accélération des rapports sur la question du numérique. Un rapport marquant a été celui de 2008, qu'a piloté l'inspecteur général Alain Serré, le rapport du Syntec, qui a repositionné aussi, qui a très clairement indiqué l'importance de la formation des personnels d'encadrement dans cette dynamique de déploiement et de généralisation du numérique. Ce rapport de 2008 a fait l'objet d'un référentiel de compétences que nous avons eu l'occasion de travailler en 2009, dont l'esprit était le suivant. Et c'est cet esprit-là que nous essayons de mettre en œuvre à l'ESN depuis 2009-2010. L'esprit était le suivant, de dire arrêtons de parler au personnel d'encadrement, qu'il soit corps d'inspection ou chef d'établissement du numérique, et mettons-les en immersion dans une culture numérique, dans une pratique du numérique qui leur permettra par cette pratique, de pouvoir accompagner la généralisation et de travailler avec les équipes enseignantes sur le sujet. Alors, depuis 2010, on a fortement fait évoluer le modèle de formation des personnels d'encadrement en y intégrant complètement la dimension hybride avec un double objectif, c'est-à-dire d'apporter des éléments de contenu, bien entendu, sur les différents sujets qui sont supportés par ces parcours hybrides, mais peut-être et surtout dans une optique réflexive pour les personnels d'encadrement, pour comprendre les réalités, les possibles, les opportunités, mais aussi les contraintes de cette modalité de formation et du développement du numérique au sein des établissements scolaires, avec bien entendu le pari qui est le nôtre, qui est de se dire que le modèle de formation dans lequel on va entraîner nos cadres va pour partie se reconduire dans les académies. Alors, juste dernier point, et je vous rends la parole. Le choix politique que nous avons fait aussi au niveau de l'école, c'est de former les cadres dans les outils de formation des enseignants pour qu'on ait une compréhension fine des choses et de travailler, que ce soit dans un partenariat large sur les questions du numérique. Je co-anime au titre de l'ESN-ESR un groupe de réflexion sur le numérique interministériel, donc qui associe une foultitude de collègues responsables de formation, dirigeants de l'ensemble des ministères actuellement. Et nous travaillons bien entendu également en relation avec les académies pour que cette politique de formation des cadres ne reste pas au niveau de l'ESN, mais puisse aussi se décliner, se diffuser au plus près des académies. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci. Madame Valta, Monsieur Dulac nous parle là de ce travail qui est fait en coopération avec les académies. Voyez-vous, vous, en tant qu'inspectrice, comme vous vous déplacez régulièrement pour observer les pratiques dans les établissements scolaires, des pratiques en évolution, des situations, des impacts sur les résultats des élèves, des changements dans les habitudes de travail, collectives ou individuelles, etc. Alors, mesurés comme peuvent l'être avec les indicateurs IVAC ou IVAL, les indicateurs de valeur ajoutée des collèges ou des lycées, on ne peut pas chiffrer quels sont les effets sur les résultats précis des élèves. Toutefois, dans l'académie, nous avons développé un accompagnement des établissements à partir de l'élaboration des contrats d'objectifs. C'est-à-dire que les établissements font l'objet d'équipes mixtes composées chefs d'établissement et inspecteurs pour aller accompagner, être près des établissements. Et évidemment, le volet usage numérique est un volet où nous avons une observation plus précise, observation dans les classes, observation à partir d'entretiens. Et c'est vrai que les usages évoluent. Peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais quand même on constate que c'est une préoccupation très prégnante des établissements. Madame Négrel, par rapport au public spécifique et par rapport à ce que vient d'exprimer Madame Valta, pensez-vous, ou comment pensez-vous que,
par rapport au public spécifique que vous accueillez dans vos établissements, le numérique peut apporter un plus par rapport à la construction de compétences, par rapport aux acquisitions que doivent faire vos élèves, et aussi par rapport aux besoins individuels spécifiques de chacun des élèves. J'ai envie de commencer peut-être par un peu de provocation, mais j'ai envie de dire que dans nos établissements, quel que soit le contexte spécifique de chaque établissement, je crois que nous pouvons dire que nous avons un point commun, c'est que nos élèves réussissent ou peuvent réussir sans le numérique à l'école. Nous avons actuellement des taux de réussite dans nos établissements de 95 à 100% de réussite. La table ronde est terminée. Non, mais je vais argumenter pour dire qu'il faut quand même du numérique, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une réalité. Actuellement, nous avons encore très peu développé le numérique dans nos établissements. Je veux tout de suite dire que le lycée Abdelkader n'est pas un établissement pilote en la matière. C'est un établissement qui se pose des questions et qui essaie de faire avancer les choses. Mais au sens propre, nous n'avons pas un besoin tel du numérique pour faire progresser la réussite de nos élèves. Cependant, on a quand même de bonnes raisons d'évoluer en la matière, et j'ai listé 4 arguments. Le premier, c'est que d'abord, nous évoluons dans un environnement scolaire concurrentiel très fort, et que nous sommes en situation de compétition avec des écoles anglophones qui, elles, sont très avancées en matière de numérique. Donc je pense qu'à un moment, le choix des parents ne va pas uniquement se porter sur le choix d'un système éducatif et d'un système linguistique, mais il va aussi se porter sur d'autres choix qui sont des modèles d'enseignement qui évoluent, comme on a vu hier. Et là, nous avons peut-être des questions à nous poser et nous avons intérêt à évoluer rapidement de ce point de vue-là. Je pense que nous avons aussi l'obligation de passer à de nouveaux modes d'enseignement qui utilisent le numérique, parce que nous avons une obligation majeure qui est de préparer nos élèves à entrer dans l'enseignement supérieur. Et là, je me positionne plutôt du côté du lycée. Et notre mission, c'est effectivement de préparer des futurs étudiants capables de communiquer, capables de créer. Et si nous ne les mettons pas en situation dans nos établissements d'utiliser ces outils, ils vont arriver démunis et en retard d'une certaine façon dans l'utilisation de ces usages. Donc, je pense que c'est vraiment la réussite ultérieure de nos élèves qui est en jeu dans la mise en place du numérique dans nos établissements. Troisième argument pour développer le numérique dans nos établissements, c'est que, comme dans de nombreux établissements, j'imagine, nos élèves nous envoient des signaux d'ennui en classe, des signaux très forts. Donc je pense qu'il est nécessaire pour nous de recourir à de nouvelles techniques pour dynamiser l'enseignement. Et quand on sait que 10% de l'acquisition des connaissances se fait dans le cadre du cours magistral, je pense qu'il y a encore un grand temps d'enseignement à occuper de façon différente pour captiver l'attention de nos élèves, pour faire en sorte qu'ils soient davantage acteurs, qu'ils apprennent dans l'échange et qu'ils créent eux-mêmes des données. Donc là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Et le dernier point que je voulais évoquer pour dire qu'il faut absolument aussi avancer dans l'usage du numérique dans nos établissements, c'est que nous avons aussi une responsabilité éducative dans l'usage raisonné du numérique pour faire face aux dangers d'Internet et du numérique en général. Cette année, dans l'établissement, nous avons mis en place une formation à l'attention des parents pour ces dangers liés à l'utilisation d'Internet. On a ciblé des parents du cycle 3 et de 6e, 5e. Et on est parti d'une enquête que nous avons faite auprès de nos élèves de 6e et de CM2 sur leur utilisation d'Internet. Donc on a fait l'enquête en classe sans passer par la case maison pour être sûr que les élèves répondent de façon très spontanée, non contrôlée. Donc on s'est aperçu que nos élèves, pour 90% d'entre eux, ont accès à Internet, qu'ils l'utilisent à plus de 50%, plus d'1 heure par jour, et qu'ils ont, pour 20% d'entre eux, 1 heure par jour d'utilisation à Internet. Donc, on a examiné aussi leurs usages d'Internet. Ils sont, par exemple, 34% à l'utiliser pour jouer, 13% pour chatter, 24% pour télécharger et seulement 29% pour faire des recherches. Et encore, pouvons-nous espérer que ces recherches portent sur des questions scolaires, mais ça n'est pas du tout sûr. Donc voilà, il y a une marge de travail sur cette utilisation d'Internet, sur l'éducation à utiliser Internet. Et notre rôle, je pense, c'est de leur faire comprendre de la nécessité d'utiliser ces outils numériques de façon maîtrisée et en ayant un certain nombre de compétences à la clé. Donc voilà notre responsabilité en la matière actuellement.
D'accord. Avant de donner la parole à Madame Valta, pour compléter tous les propos et les chiffres vont dans le sens de ce que vient de dire Madame Négrel, je vous invite à prendre connaissance, si vous ne l'avez pas déjà fait, de la note d'information qui a été transmise par la DEP il y a environ 3 semaines par rapport à cela. La place d'Internet à la maison, la place d'Internet à l'école, le pourcentage d'utilisation de l'outil numérique à la maison par rapport au temps passé à l'utilisation du numérique pendant le temps scolaire, etc. Madame Valta, je vous ai vu réagir quand Madame Négrel a parlé a cité l'aspect concurrentiel. Oui, c'est forcément un contexte très différent de nos établissements sur le territoire français métropole. C'est-à-dire que nous, la diversité des élèves, la diversité du public, avec des écarts très très importants dans les résultats, font qu'il faut que l'on se pose des questions. Les élèves utilisent l'outil en dehors de la classe. Ce serait très curieux qu'on ne sache pas partir de cette attractivité-là pour la développer en classe. Et pour nous, les résultats des élèves ne sont pas aussi bons qu'ils ne le sont chez vous. Donc, même si nous n'avons pas forcément une concurrence aussi poussée que chez vous, il y a quand même des établissements qui peuvent être mieux, l'image peut être plus positive si on développe des usages numériques très importants aussi. Pas seulement pour les élèves en difficulté, mais aussi pour des élèves qui peuvent être brillants. Très brillant. Monsieur Dulac. Oui, une réaction rapide. Un collègue citait la question du danger lié à Internet. Jean-Louis Durper, qui était à cette tribune hier, dans le rapport sur les Landes, pointait que souvent une entrée dans le numérique était une entrée par les dangers, par les risques, et que souvent les équipes entraient par cette porte-là, mais oubliaient parfois les opportunités liées au numérique. Et tout danger est corrélé avec une opportunité. Facebook, c'est du danger. Louise Merzeau, qui est enseignante à Paris 10, nous disait déjà il y a quelques années dans un colloque de l'ESN, quand enfin allez-vous, personnel d'encadrement, enseignants au niveau de l'école de l'éducation nationale, apprendre à lire, écrire, parler numérique, apprendre à renseigner un profil Facebook, apprendre à donc d'essayer d'engager finalement, outre le fait attention, il y a tel et tel danger sur Internet, à une vraie dynamique qui rentre finalement dans des usages sociétaux des adolescents et des jeunes, comme on a pu en avoir un témoignage pas plus tard qu'hier soir à cette tribune. Alors, monsieur Filipposi, vous êtes mis en danger, comme dit Monsieur Dulac. Vous mettez Internet dans votre pratique quotidienne. Vous mettez l'usage du numérique dans votre pratique quotidienne. Alors, pas quotidienne, mais assez souvent. En fait, juste pour reprendre justement ce qu'avait dit Madame Négrel, nous en histoire géo, on n'a pas forcément des très bons résultats ni au brevet des collèges ni au baccalauréat au lycée, généralement donc au Liban. Donc on prend en considération que la langue française est pas véritablement acquise. De plus, ils sont habitués au cours magistral. Ils sont consommateurs du cours magistral, mais avec un certain ennui. Puis on remarque que souvent, sur une classe à 35 élèves, vous en avez toujours 2-3 qui participent. Et c'est toujours les mêmes. Et donc, c'est ceux qui maîtrisent le mieux le français. Et donc, obligatoirement, l'Internet, l'utilisation des numériques va être un outil pour changer les pratiques, modifier les pratiques et leur permettre de diminuer ces écarts sur lesquels on parlait tout à l'heure. D'accord. Vous êtes jeune enseignant, que ce soit vous, Monsieur Filipposi, ou Monsieur Perrochot. J'aurais presque envie de vous demander, est-ce que l'arrivée du numérique a modifié vos pratiques pédagogiques? Peut-être que dès le début de votre carrière, vous avez déjà travaillé avec le numérique. Oui, moi déjà dès mon entrée à l'UFM, j'étais amené à valider ce qu'on appelle le C2I enseignant. Donc on s'est inscrit de suite dans la démarche de travailler les apprentissages en s'aidant des outils numériques, oui. D'accord. Est-ce que cela a engendré peut-être chez vous un fonctionnement qui fait que vous travaillez plutôt la compétence, plutôt sur les savoirs, les deux? En fait, les deux, je pense.
Je pense que les TWIC nous permettent à la fois de différencier nos enseignements, et ça permet aussi de travailler des compétences un peu plus transversales, comme la motivation, le plaisir d'apprendre, l'estime de soi. Moi, en tant qu'enseignant, les TWIC, je les utilise aussi comme détour pédagogique, finalement. Je vais proposer différentes approches, par exemple pour une activité de lecture. Je vais proposer une approche sur un texte au format PDF, un texte un peu plus imagé, un texte éventuellement avec des agréments sonores, voire même un texte avec en dessous une capsule vidéo d'une pièce de théâtre, et jouer sur la motivation et sur le détour pédagogique finalement. D'accord. Monsieur Philippesi, par rapport à cette question. Alors, donc, tout le collège et tout le lycée, moi, les numériques me permettent d'accompagner et de personnaliser. En fait, voilà, je suis dans la personnalisation. On a des classes de 35 élèves, c'est assez lourd, donc il faut trouver différentes stratégies pour leur permettre d'avancer, et toujours sur les mêmes, d'être curieux, l'estime de soi. Donc ça, c'est indéniable, mais c'est l'accompagnement. Comment je peux devenir véritablement un enseignant pour chaque élève? Et donc là, les numériques m'aident. Et donc je prends en considération que sur une classe de 35 élèves, je vais leur proposer des stratégies. C'est le travail de groupe, c'est la réflexion sur la classe inversée, c'est sur mes pratiques, je vais évidemment faire un retour, parce qu'il y a des fois, il faut savoir que les numériques, c'est sportif pour un enseignant. Oui, parce que les problèmes informatiques sont quotidiens. Et puis ensuite, vous couvrez dans tous les sens. Monsieur, ça marche pas. Là, le bouton, il fonctionne pas. Donc, il faut trouver des moyens pour pouvoir permettre d'accompagner au mieux l'élève. Donc après, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs façons de faire, mais j'estime que c'est pour moi un moyen d'accompagner l'élève et de s'améliorer à l'écrit pour le brevet des collèges et pour le baccalauréat. D'accord. Voilà. Madame Valta, est-ce que, par rapport à ce que viennent de dire nos deux jeunes collègues, est-ce que vous constatez des effets semblables sur les classes que vous visitez régulièrement ? Oui, bien sûr, il y a effectivement un outil au service de la diversité, aussi un outil au service des élèves qui veulent aller plus loin, qui sont très curieux et qui sont déjà des consommateurs, entre guillemets, comment on va dire, de grands consommateurs de l'outil. L'école est là pour leur montrer aussi d'autres facettes de ces usages-là. Et c'est vrai qu'ils sont quand même, les enseignants que l'on voit passent du temps, consacrent beaucoup d'énergie pour essayer justement de rendre cet outil au service d'une pédagogie différente. Et les enseignants qui s'y investissent pleinement trouvent effectivement beaucoup de satisfaction. Enfin, on voit aussi un enseignant heureux parce qu'il a pu mettre en place dans sa séance, dans sa séquence, des stratégies très différentes pour arriver à faire que tous les élèves apprennent, acquièrent des compétences, mais aussi des connaissances. Et c'est vrai que c'est très valorisant de voir que la satisfaction d'un enseignant qui semble avoir réussi à faire que tous les élèves apprennent. C'est aussi une satisfaction pour l'inspecteur. D'accord. Donc nous voyons des enseignants heureux, sportifs. Avez-vous constaté, Monsieur Dulac, quand vous étiez sur vos établissements en tant que chef d'établissement, et Madame Négrel sur votre établissement actuellement ? Peut-être démarrer. Oui, un souvenir de pilotage des établissements. Finalement, je rejoins bien ce que vous disiez, chers collègues, en disant le numérique permet de devenir un enseignant pour chaque élève. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais du coup, je suis un enseignant sportif. Le problème du personnel d'encadrement, c'est qu'est-ce qu'on fait des enseignants qui ne font pas de sport, quoi. Et que là, on a potentiellement un problème, et que pour ces enseignants qui ne sont pas forcément sportifs, qui ne sont pas forcément prêts à se mettre en danger, Serge Bergabelli parlait de la sécurisation des couches basses, et quand on se lance dans une séquence avec 30 ou 35 élèves impliquant le numérique, qu'on se met parfois en danger sur ces fondamentaux pédagogiques, qu'on expérimente, qu'on innove, même si l'élève qui est passé à cette tribune hier soir nous disait tripler le nombre d'échecs pour doubler le nombre de réussites, c'est pas forcément simple quand on est en situation de gérer une classe. Et que là, les personnels d'encadrement ont un vrai rôle d'accompagnement, un vrai rôle de sécurisation, et qui touchent parfois des sujets qui ne sont pas forcément immédiatement liés au numérique.
L'emploi du temps est un des vecteurs qui va permettre la gestion des services. Comment est-ce qu'on permet à un moment donné peut-être de la co-animation, le travail avec les collectivités territoriales, avec les équipementiers. Enfin, il y a tout un tas de pistes sur lesquelles aussi le rôle du personnel de direction va pouvoir finalement sécuriser l'action pédagogique. Alors, Madame Négrel, avez-vous dans votre établissement des enseignants non sportifs, d'autres sportifs? Sur quelle proportion et surtout, que mettez-vous en place pour créer cette dynamique au sein de votre établissement? Des enseignants peu sportifs en général, mais justement ceux-là, il faut les prendre avec douceur. Et hier, on a parlé de révolution copernicienne. Moi, je serais plutôt pour une révolution très douce. C'est-à-dire presque sans rien dire, en faisant doucement, en amenant les outils. Et c'est une des méthodes que j'ai essayé de proposer. C'est d'abord d'implanter quelques tableaux interactifs pour susciter de l'appétence, de la curiosité. On commence des formations, 2 ou 3 collègues s'y mettent. Et puis petit à petit, ça génère l'envie d'essayer. Donc il faut vraiment y aller doucement et s'appuyer sur quelques personnes ressources dans l'établissement. Je me suis aperçue vraiment dans l'établissement, on a les mêmes problématiques en France, c'est-à-dire qu'on a un clivage générationnel entre les jeunes générations qui manient l'outil, et puis donc c'est pas une problématique enseignants français ou enseignants locaux, on est vraiment dans une problématique générationnelle. Donc il faut là aussi peut-être inverser le modèle et que les jeunes générations deviennent accompagnatrices des anciens qui n'utilisent pas les outils, donc une forme de tutorat inversé aussi. On inverse tout avec le numérique, c'est formidable. Mais donc voilà, y aller doucement, créer l'outil, et il y a aussi des personnes clés dans les établissements qui sont les documentalistes, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent parce qu'on a peut-être moins parlé de ce qui se passe dans les établissements, mais pour moi c'est quand même un levier essentiel que de faire appel aux professeurs documentalistes pour d'abord constituer des bases de données de ressources numériques qui soient accessibles pour les enseignants, et puis pour partager ces bases de données avec les enseignants. Et là, on a un avantage dans nos établissements, c'est qu'on travaille quand même beaucoup en équipe disciplinaire. Donc il y a des concertations hebdomadaires donc, qui permettent d'échanger toutes ces informations. Et une étape suivante qu'il faudrait qu'on aborde, c'est qu'on forme dans ces équipes disciplinaires un ambassadeur du numérique. Il faut vraiment qu'on soit très attentionné de ce côté-là pour qu'on puisse former des personnes ressources dans toutes les disciplines. Donc je pense qu'on arrivera à cette révolution douce en formant progressivement des personnes ressources dans l'établissement. Monsieur Dulac, une révolution douce ou musclée? Ce que disait Madame Négrel, finalement, c'est poser l'équation et la quadrature du cercle. On est dans une impulsion ministérielle qui vise à la généralisation. Pendant longtemps, on a eu des professeurs innovants, on a eu des geeks dans les établissements, des collègues, moi j'étais amené à l'encadrer, des animatistes, des sessions dans les académies. On montrait les pratiques innovantes et quand on s'asseyait au fond de la salle, les collègues disaient « c'est vachement bien ce qu'il fait, hein. Toi tu le ferais ?» Non, c'est trop compliqué. Voilà, donc on avait un vrai sujet là-dessus. Depuis la réforme souhaitée par Vincent Payon en décembre 2012, l'objectif est celui de la généralisation du numérique, de l'usage du numérique au profit de la refondation des pratiques pédagogiques. Donc il faut suivre cette révolution douce parce qu'on ne peut pas y aller dans la brutalité, tout en visant, et ne serait-ce que pour les élèves qui bénéficient ou qui ne bénéficient pas, et parfois sur un même niveau ou dans une même équipe disciplinaire, ça peut être difficile à comprendre pour les parents et pour les élèves. Il faut arriver à accompagner, et je rejoins bien ce que vous disiez sur les ambassadeurs et l'accompagnement nécessaire, l'ensemble de ces équipes pour que chacun puisse rentrer dans cette logique du numérique. Et on est bien sur le pari de la généralisation et sur cet enjeu-là. Monsieur Filippuzzi, pardon. Vous êtes à l'évidence un ambassadeur, hein, comme pour reprendre les termes employés à la fois par Madame Négrel et Monsieur Dulac. Mais comment vous faites et comment vous êtes perçu dans votre établissement par rapport à d'autres collègues plus résistants? Alors, en histoire géo, je suis bien perçu. Pour le reste des profs, bien aussi, mais c'est parce que on fait bouger quelques trucs, en fait quelques fondements en fait. C'est l'installation par exemple d'une nouvelle ENT qui répond à des besoins de personnalisation et de travail collaboratif, eh bien peut gêner. Et donc on est dans une formation. Donc les personnels de direction impulsent. On met en place différentes formations techniques et puis des scénarios pédagogiques. En fait, l'objectif est de rassurer.
Donc, dans ma matière, on travaille en disciplinarité, mais c'est vrai que je suis un grand client de la transdisciplinarité. Donc, je suis plus dans l'utilisation des numériques, ça va être dans les TPE, dans les enseignements d'exploration et dans la pédagogie de projet. Donc, en fait, on donne du temps, mais il faut voir aussi des élèves. Parce qu'en fait, si on doit faire une révolution douce avec les enseignants, c'est aussi avec les élèves. On y va doucement. Quand vous êtes habitué au cours magistral et que vous êtes passif dans une classe et du jour au lendemain, on vous demande... Eh bien, même avec un iPad, l'élève, il faut y aller doucement. Donc, il faut que tout soit structuré, le cours doit être structuré, les compétences doivent être très claires. Il faut que l'enfant sache où il va. D'accord. Monsieur Perrochot, vous êtes vous aussi, à l'évidence, et vous m'en avez parlé, vous mettez en place un certain nombre de projets innovants. Comment pouvez-vous nous expliquer ce que le numérique a induit dans votre façon de mettre en place un fonctionnement, une pédagogie par projet, etc. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup des modalités d'e-learning qui présentent l'avantage de proposer des ressources pédagogiques faciles et rapides d'accès. Moi, à titre personnel, j'utilise Twitter comme outil de veille pédagogique en m'abonnant à des comptes précis comme le Café pédagogique, EduScol, les comptes aussi de collègues professeurs des écoles qui prennent le temps de présenter des activités qui ont fonctionné, des séquences, et je vais essayer de m'inspirer de tout ça dans ma classe. Et donc, j'utilise Twitter finalement à la fois comme un outil de veille pédagogique, comme un outil d'auto-formation et comme un outil de collaboration sur des temps un peu informels, comme dans le bus ou dans le train. Ce que je dirais aussi, c'est que le numérique permet d'ouvrir sa classe à de nouveaux projets l'an dernier et à de nouveaux partenariats surtout. L'an dernier, dans notre lycée, on a travaillé autour du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une course autour du monde à la voile. Et donc, on a eu l'occasion de suivre sur carte satellite la position d'un skipper au jour le jour. On a eu la possibilité de travailler les langues vivantes parce qu'il existait des applications pour lire la presse étrangère sur le sujet. Et je crois que ce projet n'aurait pas non plus la même dimension sans le numérique. En fait, pour conclure, je dirais que la diversité des ressources que nous propose le numérique nous permet une certaine créativité dans la pratique et la mise en place de projets dans notre classe. D'accord. Madame Valtard, comment vous réagissez aux propos et par rapport à votre pratique d'inspectrice, par rapport à tout ce qui est dit à la fois par nos collègues chefs d'établissement, mais aussi par nos collègues enseignants? Alors, je crois que les enseignants qui ont des usages pédagogiques très pertinents et qui remplissent un peu le cahier des charges tel qu'il est donné, je crois qu'il faut le montrer que une reconnaissance. C'est vrai que au niveau de l'Académie de Dijon, nous avons demandé collégialement à tous les inspecteurs à ce qu'il y ait un volet usage pédagogique dans tous les rapports d'inspection. C'est-à-dire, on a l'obligation, en tant que personnel d'encadrement, de valoriser ces usages et il convient quand même d'encourager par ailleurs, par la promotion, les enseignants qui sont les plus porteurs de projets de ce type. Ils ont besoin d'être encouragés. Encore une fois, le temps qu'ils passent, ils sont parfois dans des établissements, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais référents pédagogiques sur le numérique, mais aussi techniquement, ils viennent donner un coup de main à quelques agents techniciens. C'est-à-dire que dans les établissements, ce sont souvent des référents que l'on sollicite beaucoup, et pas seulement uniquement pour les usages uniquement pédagogiques. Donc c'est vrai qu'il faut les encourager. C'est vrai qu'en termes de formation, il faut accompagner les équipes enseignantes. Nous développons aussi dans l'académie des formations au plus près des besoins et des formations par bassin. Nous avons dans un dispositif d'inspecteurs référents de bassin couplé avec des personnels de direction, c'est-à-dire nous avons forcément des trinômes par bassin de formation. Il y en a 11 dans l'académie, un inspecteur premier degré, un inspecteur second degré et 1 ou 2 personnels de direction qui sont aussi chargés de faire émerger des besoins spécifiques et on s'appuie à partir de ça, de ce constat, de ce diagnostic, sur des formations en essayant d'accompagner les enseignants par des pairs, c'est-à-dire il faut aussi montrer que c'est possible dans le contexte des établissements, qu'il est possible aussi de faire des projets numériques
sans grande difficulté. Le danger de ces usages, c'est qu'on ait des enseignants qui soient trop en avance, et qui montrent des performances sur les usages qui sont très très loin des pratiques quotidiennes des enseignants. Là, on va en laisser sur le côté parce qu'ils diront non, je n'arriverai jamais à faire ça. Donc l'accompagnement aussi par les pairs dans les établissements est très important. C'est-à-dire que les projets d'équipe développés d'une équipe disciplinaire ou de quelques enseignants avec le ou la documentaliste sont des projets qui peuvent conduire à faire que tout le monde s'inscrive dans ce projet numérique. Parce que rien de pire, c'est de voir des enseignants qui sont très en avance, qui construisent ces projets, mais qui sont un peu seuls. C'est-à-dire le danger, c'est souvent de ne pas être épaulé et de partir seul. Madame Négrel, je vois que vous acquiescez par rapport aux propos de Madame Valta. Comment, d'après vous, en tant qu'un chef d'établissement, vous pouvez participer à l'évaluation des pratiques de chacun au sens dans un collectif, et comment vous pouvez valoriser des pratiques avec le numérique ou des pratiques individuelles d'enseignants dans votre établissement? Les principaux moments de valorisation de ces pratiques, c'est, comme je le disais, des moments de travail en équipe disciplinaire ou interdisciplinaire sur des projets. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Et on a le site internet aussi qu'on utilise beaucoup de l'établissement pour renvoyer vers les parents et vers l'extérieur ce qui se fait de bien en la matière. Et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser le site internet de plus en plus, bien sûr, comme la vitrine de l'établissement, mais comme la vitrine aussi d'utilisation de l'outil avec des vidéos, des images, des diaporamas. Donc de plus en plus, nous communiquons sur cette action. C'est une façon de valoriser le travail des enseignants. D'accord. Monsieur Dulac. Oui, pour faire suite, moi je souscris. Je voulais rebondir sur deux propos que j'ai entendus. Le collègue disait, dans le numérique, on donne du temps. Et que ça, c'est une certitude, s'il y a bien quelque chose qu'on a pu montrer avec le recours au numérique, c'est que les enseignants donnaient du temps. Et que, en termes de management par les chefs d'établissement, il y a très certainement une vraie réflexion à porter, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Madame Valta, sur la reconnaissance, la valorisation, l'encouragement, l'accompagnement de ces équipes qui donnent du temps et qui débordent très largement, finalement, le temps de service qui est souvent alloué. Alors, une anecdote sur le sujet, qui est un collègue qui était enseignant en métier de la mode, en design de mode, qui en Bac+3 ou Bac+4 réunissait dans un monde virtuel de type Second Life ses étudiants avec des designers du monde entier. C'est un collègue qui s'appelle Jean-Paul Moirot, que certains, si certains suivent un petit peu l'actualité du numérique, savent que Jean-Paul traite des temps et des espaces de formation. Et dans ce monde virtuel, Jean-Paul accueillait donc des designers avec ses étudiants, et les étudiants présentaient une fois par mois des productions avec des gens de New York, ainsi de suite. Bref. La question qu'il a posée à son chef d'établissement était très simple. Les 2 heures de classe virtuelle, de monde virtuel par mois que je fais, peuvent-elles être inscrites à mon service en tant qu'enseignant? Et là, on s'aperçoit que la réponse, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Donc Jean-Paul s'est tourné vers les corps d'inspection en disant, finalement, est-ce que c'est possible? Et qu'on voit là une pratique innovante, on voit là une pratique pertinente, intéressante pour les élèves, pour lesquels on est parfois en difficulté d'apporter des éléments de réponse qui peuvent être en lien direct avec ce que vous disiez, reconnaissance, valorisation, accompagnement et reconnaissance du temps de travail. On n'ira pas sur les collègues de langue qui font de la balado-diffusion, dont on sait à quel point ils passent du temps sur les productions d'élèves et ainsi de suite. Donc on a un vrai sujet qu'on pourrait référer au management du numérique éducatif, pour les personnels d'encadrement, qui est vraiment à prendre à bras-le-corps si on veut que l'ensemble des enseignants montent au créneau de ce numérique. Monsieur Philippe-Ozzi, avez-vous ce sentiment? Ah oui, de donner du temps, ça c'est une certitude. Les numériques nécessitent beaucoup de temps de travail, mais malgré tout, au lycée, dans les autres établissements, on est sur le point il faut rassurer.
Donc évidemment, j'utilise les numériques depuis le début de ma carrière. Mais on essaie de rassurer. Donc on travaille en groupe. On peut très bien aller travailler avec un autre enseignant, inviter un autre enseignant en classe, et c'est ce qui s'est fait au lycée à Tripoli. Un autre enseignant d'histoire vient voir notre cours. Donc après on en discute, on est jugé, mais c'est pas grave, puisqu'on apprend ensemble. Je viens dans son cours, on travaille ensemble à une séquence pédagogique, on utilise les numériques, mais de façon très simple, parce qu'en fait les numériques c'est pas forcément toujours très compliqué non plus. On utilise quelque chose de simple. Et en fait on leur fait comprendre que l'objectif c'est l'autonomie de l'élève, on travaille à l'autonomie de l'élève, donc l'enseignant doit faire évoluer ses pratiques vers plus de conseils, plus d'apprentissage, plus de différenciation. Et donc, en fait, et petit à petit, ça roule, mais juste sur des choses simples, quoi. Au début, des choses très simples. Ouais. Madame Valta, je vous voyais réagir aux propos, mais je... Non, mais en entendant ce que vous dites et par rapport aux premiers propos introductifs que vous avez donnés, c'est vrai qu'on est très loin du cours magistral, c'est-à-dire on est vers un enseignant, enfin, je le comprends parce qu'on en a aussi de nombreux, qui accompagne les élèves, qui est à côté de lui à certains moments, qui va formaliser en fin de séance sur les principaux éléments qu'il aura appris en termes de compétences et de connaissances, mais l'enseignant n'a plus la même place dans la classe. Et c'est vrai que c'est aussi parfois pour un certain nombre d'enseignants difficile d'accepter ce changement de posture. On le concrétise par le bureau et on reste derrière le bureau. Là, parfois, l'enseignant, il est en difficulté. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne sait pas toujours répondre aux questions des élèves. Ou certains élèves sont plus à même de répondre aux questions d'un autre élève. C'est-à-dire accepter aussi que dans la classe, il y ait ce réseau d'échanges et qu'on apprenne tous ensemble sans que ce soit quelque chose qui enlève la place, enfin, dans le rôle du maître, qui lui enlèverait quelque crédibilité. Monsieur Perrochot, est-ce que vous pensez que, justement, comme le dit Madame Valta, le fait d'utiliser ces outils numériques, de fonctionner par projet, vous permet de mieux créer cette construction des compétences par l'interactivité, par le travail en groupe, etc. Pour les élèves? Oui, pour les élèves. Pour les élèves, oui. Enfin, ce que je vois... Ce que je dirais, on a parlé des espaces numériques de travail, on a parlé un petit peu de la classe inversée. C'est vrai que ces outils numériques vont permettre une continuité nouvelle finalement entre le temps d'apprentissage dans la classe et hors de la classe, entre l'école et la maison. Et en ce sens-là, oui, il me semble que ce sont des dispositifs efficaces pour développer le numérique dans l'usage des élèves, mais un usage au niveau des apprentissages, parce qu'on faisait la distinction tout à l'heure. On disait que les élèves utilisaient le numérique, mais pas forcément avec le même objectif que celui que l'enseignant se fixe. D'accord. Monsieur Dulac, vous êtes d'accord avec les propos de nos deux jeunes collègues? Oui, la réflexion que ça m'inspirait, c'est de me demander, mais est-on sûr que les élèves nous attendent? Ce que j'ai entendu hier, nous sommes une culture numérique. Le collègue le jeune qui était de San Francisco, qui était à la tribune, nous disait, nous sommes une culture numérique, nous ne vous attendons pas. Je le vois avec mes enfants le week-end. Ils sont en réseau quand ils ont un problème sur des devoirs qu'ils ont à conduire. Ils ne nous attendent pas. Enfin, les objectifs de dire on va faire 1 heure de numérique par jour pour les élèves, ils le font très largement. Et ils le mobilisent, je pense, plus qu'on ne le pense, aussi sur des questions de formation et liées au scolaire. Ils l'utilisent aussi sur d'autres choses, ça c'est une certitude, mais aussi là-dessus. Donc la question, c'est comment on se met dans ce mouvement, mouvement un peu sociétal. Ce que j'entendais hier, c'est que nous sommes une culture numérique. Les collègues qui ont parlé d'humanisme numérique hier faisaient référence à Milad Douéhi, qui a très bien montré comment on est passé de l'informatique au numérique, qui est passé de la science à la culture, et qu'on voit bien que ça fait sens, ça fait société à un moment donné, et que l'école ne peut pas être en décalage de ça. Et donc on a vraiment à se mettre dans cette dynamique et peut-être rattraper un certain nombre de nos élèves. Alors avec un petit bémol quand même,
Et là, je renvoie sur quelqu'un qui est extrêmement intéressant à lire, qui est Pascal Lardelier de l'Université de Bourgogne, qui a développé, notamment dans Le pouce et la souris, le concept de passeur culturel, en disant attention, ils maîtrisent parfaitement bien les outils numériques, l'éducation, les enseignants ont aussi à donner, à faire sens, à faire entrer cette pratique du numérique dans ce qui fait société, dans ce qui fait sens et ce qui nous lie ensemble. Et que là, il y a un vrai sujet, au-delà même de la pratique du numérique, sur la valeur ajoutée des enseignants. Là encore, je vous invite, pour aller dans ce sens, à relire cette note de l'ADEPE d'il y a 3 semaines, qui parle très bien de tout cela. Madame Valta et ensuite Monsieur Filipposi. Oui, dans ce que vous évoquez, c'est vrai que les élèves vont développer des compétences, et ça en référence au socle commun, on l'évoquait un petit peu ce matin, ils vont développer des compétences atypiques. Les compétences sociales qu'ils développent dans le cadre de réseaux sociaux, dans le cadre d'organisation du travail, sans forcément que le maître soit très présent, sont des compétences qui leur seront utiles. Certains parlent de compétences d'employabilité, c'est-à-dire ce sont des compétences attendues dans le cadre d'un métier ultérieur, peut-être beaucoup plus loin, mais en tout cas, il faut aussi savoir valoriser, je pense, ces compétences qui sont pour l'ado, pour l'élève, le lycéen, celles qui lui permettront peut-être de se raccrocher à des contenus d'enseignement. On voit bien qu'on a certains élèves qui sont très intéressés par l'outil, mais pas forcément par l'activité scolaire qu'on met derrière. Je pense que le détour pédagogique que vous évoquiez, il est là très très important. Alors Monsieur Filipposi, donc la question est assez simple. Comment faites-vous pour que vos élèves utilisent le numérique, non seulement pour leurs échanges, pour leurs jeux, mais aussi pour leurs apprentissages ? Oui, c'est là toute la complexité, parce que on prend en considération le contexte du territoire où on vit. Et au Liban, malgré tout, il y a une utilisation de l'Internet qui est très jeune, qui est très récente, et une certaine simplicité. On utilise des outils qui sont simples. Facebook, non. WhatsApp, oui. Parce qu'on fait 3 mots. Et donc, vous, quand vous commencez à utiliser Google Maps et que vous voulez travailler sur les mobilités et que vous demandez à des élèves de commencer à rédiger, d'imposer des photos dans le Google Maps et que vous commencez à mettre du son en même temps, et donc il y a un vrai travail d'écriture, il y a tout un procédé complexe, et donc il faut du temps. Et donc là, c'est un jeu, c'est dans ma programmation que je vais travailler, c'est-à-dire que je vais passer plus de temps sur ce travail, parce que vous êtes dans un travail d'écriture, ensuite on passe au travail du numérique, et bien ça demande du temps, plus de temps, donc je vais jouer avec les autres cours, les autres séquences, je vais réduire, ça me donne, j'ai une grande liberté, mais au bout du compte, à la fin, les compétences de l'écriture, de la réflexion, de l'argumentation, la structuration des idées, elles se voient aussi dans l'outil numérique. Mais c'est complexe et là, ça demande du temps. Donc là, c'est travail en groupe, c'est des groupes hétérogènes. Et alors, je prends en considération aussi le travail à la maison, et j'estime qu'à la maison, il n'y a peut-être pas Internet ni l'ordinateur. Et il faut le prendre en considération, par exemple, nous au Liban, puisque la connexion Internet n'est pas forcément très bonne, et puis ils n'ont pas forcément tous des ordinateurs parce qu'ils utilisent plus le smartphone. Donc il y a une réflexion à mener dans les emplois du temps, mais aussi dans le temps de travail, dans la permanence. Et donc là, c'est compliqué à l'école pour que le travail puisse se faire à l'école. Voilà. Merci. Je vous propose une première petite pause de façon à répondre aux diverses questions qui ont été proposées via Internet, si on veut bien me la remettre, puis aussi pour faire passer un micro dans la salle pour que vous puissiez réagir déjà à cette première série de propos, éventuellement pour poser quelques questions afin de préciser ou donner votre avis sur ce qui a été dit. Donc, on va débuter par la question qui nous a été envoyée. Donc, le monde du numérique n'est-il pas dominé par des entreprises qui ne respectent pas les libertés individuelles des cyber-citoyens ? Comment se protéger ? Comment lutter ? Alors là... allez-y, monsieur Filipposi. Justement, on en parlait ce matin. On a dans un établissement un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, il joue
très bien son rôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de créer une nouvelle charte, il faut qu'ils comprennent que dans un règlement intérieur, on a des règles, c'est un droit, c'est le droit, et donc ils doivent comprendre que lorsqu'ils vont aller sur Internet, que le règlement intérieur s'applique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, ils doivent avoir un sens critique par rapport à ce qu'ils utilisent. Et surtout dans les TPE, par exemple, parce que les sources dans les TPE, c'est souvent du recopiage qui se fait, et donc les enseignants doivent, enfin, c'est ce que l'on fait à une position de critique des sources et d'analyse des sources. Et là, on voit aussi, on utilise le règlement intérieur pour ça. Monsieur Dulac ? Oui, à cette question, sans faire de langue de bois, j'ai envie de dire que la réponse, c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de l'école. C'est à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour que nos élèves soient en parfaite conscience, hein, vous avez évoqué, comprennent un petit peu ce qui se passe. J'évoquais Facebook tout à l'heure. On va prendre le cas d'un enseignant il y a quelques années qui avait mis une superbe page sur la grossesse dans le cadre du programme de 4e sur la reproduction sur Facebook, qui s'est vu sa page fermée pour pornographie. Parce que les CGU, les conditions générales d'utilisation de Facebook, réfèrent au droit américain, californien, et ne tolèrent pas ce type de choses. Donc travailler aussi et rendre les élèves conscients de la réalité des espaces numériques dans lesquels ils évoluent, c'est absolument fondamental pour qu'ils puissent être des citoyens à part entière. Et ça fait partie de cette dimension de passeur culturel, de ce qu'un certain nombre de chercheurs tel Francis Jaurès-Guibéry sur l'Université de Pau, travaille sur les espaces numériques de socialisation. Donc on a là un vrai rôle dans lequel rentrer fortement. Madame Balta. Oui, de la même façon, nous avons au collège et à l'école le B2I, où l'une des compétences concerne ce sujet, et le C2I de la même façon au lycée. C'est-à-dire qu'on a des grilles d'observation qui nous permettent aussi de bien rendre ces élèves lycéens des citoyens qui seront critiques par rapport à l'usage des ressources, des sources d'informations qu'ils vont trouver. Madame Négrel ? Oserais-je ajouter que nous devons aussi éduquer nos enseignants à l'usage du numérique et qu'ils posent aussi des limites entre l'usage privé et l'usage pédagogique. C'est malheureusement une situation qu'on a connue il n'y a pas longtemps et les élèves s'y perdent parce qu'ils ne savent plus s'ils s'adressent à l'enseignant en tant qu'enseignant ou s'ils s'adressent à l'enseignant qui fait partie d'un réseau social, et ça perturbe un petit peu la communication enseignant-élève. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu la question qui est sous les yeux. Activité de recherche par les élèves. Est-il souhaitable de laisser les élèves surfer sur le web durant le temps scolaire ? Ne vaut-il pas mieux aspirer certains sites et à utiliser ? C'est-à-dire, quelque part, les guider, etc. Ce que vous dites. Oui, mais d'un autre côté, enfin, la vraie vie d'un jeune, c'est aussi... il a une certaine liberté en dehors de la classe. Je pense qu'il faut essayer de développer ces compétences-là, d'être... critique par rapport à ce qu'il trouve, plutôt que d'interdire. Je pense qu'interdire, c'est une espèce de bouclier que l'on se donne dans l'école, alors que partout ailleurs, il y a un libre accès. Donc, notre réflexion dans l'académie a porté aussi sur ce sujet. On dit, mais si on verrouille tout, c'est illusoire. On pense qu'on se protège. Mais leur jeu, c'est aussi d'essayer de trouver, justement... on parlait des hackers hier, ils sont très, très aguerris de ce jeu aussi, de trouver les limites et d'aller chercher là où... Et ils trouvent très vite. Je sens que la salle va réagir à ces propos. Monsieur. Oui, allez-y. Je voulais apporter un témoignage ici. Tout se passe quand même comme si on n'avait aucun choix. Si je regarde le fonctionnement de l'établissement cette année, on a eu usurpation d'identité de professeur sur Facebook, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour un professeur avec son nom, son prénom, sa photo, et qui émet un certain nombre d'opinions tout à fait discutables sur ses collègues, donc visiblement un élève, un parent. Nous avons eu une campagne de diffamation par un faux journaliste qui reprend dans des journaux à diffusion nationale pour un aspect politique de l'établissement, là aussi, de la communauté probablement très proche de nous. On a fait une journée citoyenne la semaine dernière, on a fait venir un juge pour enfants, un juge des mineurs, un juge du tribunal, le substitut du procureur, un avocat, une association
de jeunesse, la Commission des droits de l'homme, enfin une journée citoyenne. Et on nous a exposé d'abord le code pénal, les mineurs qui sont inculpés, ce qu'on considère comme étant tout à fait anecdotique. Je prends la photo d'une personne, je prends le corps d'une personne, je change le visage, etc., je le mets sur Facebook, etc. Ce sont des affaires qui sont jugées. Ce sont des mineurs qui sont inculpés. Au Maroc, il y a eu cette année un fait divers absolument retentissant, qui était un événement politique majeur, qui était deux jeunes gens qui s'embrassaient sur Facebook. Ils ont été incarcérés. Ils ont été incarcérés. Et il y a eu un mouvement de la jeunesse, un mouvement national de la jeunesse. Donc, en même temps qu'on se pose les questions de l'utilisation, nous sommes dans une société où effectivement ces outils sont devenus le quotidien, et on a l'urgent besoin de protéger les élèves, les accompagner, les former, etc. etc. Donc on n'a pas d'autre choix. On ne pourra plus... Voilà, un témoignage. Merci pour ce premier témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres expériences à relater ou quelques questions ? Quand on travaillait il y a quelques années, et certains le font encore, sur la presse scolaire, on avait à peu près le droit d'expression des collégiens et des lycéens dans le cadre de la presse et de la censure potentielle du chef d'établissement avant diffusion. On se posait exactement les mêmes problématiques. Je veux dire, au-delà des quelques dérapages que vous constatez, je vais vous donner un exemple d'une classe virtuelle où j'avais une photo d'un intervenant pour présenter son module, classe virtuelle, dans une formation de l'ESNESR, avec des personnels d'encadrement, des enseignants, des profs d'université. J'ai vu apparaître un petit carré noir qu'il a placé juste ici, sur la photo de mon intervenant. Donc je l'ai effacé, il a réitéré. C'est-à-dire qu'on est sur des dérapages, mais qui sont malgré tout, je pense, anecdotiques au vu du nombre d'usages qui peuvent être faits. Il n'empêche que vous avez raison, on n'a pas le choix, et on a accompagné cette évolution, ces dérapages, mais aussi valoriser les pratiques positives de nos élèves comme de nos enseignants. Une question en ligne, Monsieur Perrochot, Monsieur Filipposi, puis après peut-être Madame Valta. Est-ce l'outil qui impose les choix pédagogiques, ou est-ce l'enseignant qui reste maître de sa pratique en utilisant l'outil ? Monsieur Perrochot et ensuite Monsieur Filipposi. Moi, je pense que l'outil diversifie plutôt les possibilités et voire même créer une dynamique. On va pouvoir créer une dynamique collective, par exemple, en travaillant autour d'objets ou de projets communs, en mettant à profit les compétences de chaque enseignant, qu'on ait des compétences en informatique ou pas, dans le numérique ou pas. L'atelier album éco-numérique là, que nous présentons cet après-midi avec Céline Eudes en est une illustration, dans la mesure où Céline avait une idée précise de ce qu'elle voulait faire autour de la démarche de Philippe Boisseau. Et moi, dans le cadre d'1h30 en fait, de décharge hebdomadaire consacrée à la coordination de projets numériques dans mon établissement, eh bien, on a travaillé ensemble sur comment donner une portée numérique à son projet. Oui, et puis il faut que ça fasse sens. En fait, c'est pour l'élève, il faut que ça fasse sens. Je ne vais pas utiliser l'outil juste parce que je trouve que l'outil est sympathique aujourd'hui. Donc, c'est parce que aujourd'hui j'ai des objectifs bien précis, et l'outil va m'aider à atteindre ces objectifs, et que l'enfant comprenne le rapprochement entre le numérique et puis les compétences et les savoirs de la séquence d'aujourd'hui. Ouais, mais, non, je suis maître du. Alors après, il y a des aléas, hein, bien entendu. Hein. Mais toujours une solution... Oui, alors ça c'est important, les aléas quand même. Dans le numérique, il arrive toujours un incident. Vous n'avez pas Internet, la salle informatique n'est pas libre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être déstabilisant pour les professeurs. Et puis souvent, eh bien, ils peuvent... parfois, un échec peut les faire mettre de côté par rapport au autisme. Ouais, donc ça, c'est un peu... Madame Valta ? Mais de toute façon, on n'écarte pas tout autre support, qu'il soit papier ou autre. C'est-à-dire que le support le plus pertinent est le bienvenu, et je pense qu'il faut aussi diversifier les différents types de supports. L'outil informatique n'est pas le seul au service des apprentissages des élèves. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a de magnifiques revues, papier et encyclopédie, et que de temps en temps, il faut aussi apporter à l'école, dans le cadre des centres de documentation, et leur montrer que rien ne remplace aussi parfois le fait de toucher du papier et de feuilleter des pages. Enfin,
je pense que l'aspect culturel, il doit être très très ouvert. Oui, moi je voudrais ajouter qu'il y a quand même des disciplines où on ne peut plus faire machine arrière. Vraiment, j'ai assisté récemment à des cours de langue avec un tableau interactif. Je crois que quand on a assisté à un cours de langue comme ça, les élèves n'ont plus envie de revenir en arrière. C'est plus possible. C'est tellement riche comme outil en termes ça permet de mobiliser toutes les compétences qu'il faut travailler dans les langues, l'oral, l'écrit, le son, enfin tout y est. Tout est sous la main de l'enseignant, donc je pense que quand on a un outil aussi fonctionnel, aussi pratique, aussi réactif, on peut difficilement imaginer revenir au magnétophone. Enfin, c'est plus possible. Au manuel et au magnétophone, c'est absolument plus possible. Juste une réaction sur la question qui a été posée par Twitter sur la question des outils. Est-ce que c'est la pédagogie qui a la main sur les outils ou l'inverse? J'ai envie de dire les deux, parce que qui aurait pensé il y a encore quelques années qu'on suivrait en direct les questions sur le Twitter pendant une conférence. Donc on voit bien que les potentialités offertes par les nouveaux outils dont sont particulièrement friands les élèves, on a à se tenir en veille, et les enseignants ont à se tenir en veille sur cette affaire-là pour pouvoir aussi moduler les aspects. C'est l'intentionnalité pédagogique qui ne va pas bouger. Par contre, les recours et les possibilités offertes, elles sont démultipliées. Donc là, il y a un vrai challenge. Peut-être parce que je vois que la pendule tourne. Madame Négrel, vous avez parlé de la formation, mais on n'a pas trop abordé le projet d'établissement. Est-ce que vous pensez qu'une réflexion d'un volet numérique dans le cadre du projet d'établissement, une réflexion avec l'ensemble de la communauté, peut engendrer une dynamique interne dans l'établissement? Je crois que c'est indispensable. Même... On m'entend là? Oui. C'est indispensable, je pense, parce que même si je parlais d'une révolution douce tout à l'heure, parce que je suis arrivée dans un établissement où on est parti de rien. En termes d'équipement numérique, il n'y avait absolument rien. À un moment, on implante quelques nouvelles technologies, il faut quand même structurer. Il faut structurer cette organisation et puis il faut partir d'un état des lieux qui sont les compétences des enseignants. Et là, je crois que j'ai trouvé un schéma qui était assez parlant, qui situait 4 étapes du modèle de l'intégration des TIS par les enseignants. La première étape, c'est la découverte, où les enseignants sont à un stade d'utilisation personnelle. Donc, je pense que je suis arrivée dans l'établissement, on était à peu près à ce stade-là. Je ne pense pas que tous les enseignants utilisaient encore les mails et l'informatique quand je suis arrivée. Donc, on a développé cet usage de communiquer systématiquement par mail pour harmoniser les pratiques. Deuxième étape, c'est l'adoption de l'outil numérique, où on commence à avoir une utilisation professionnelle de l'outil. Et donc, à ce stade-là, on n'est pas encore à un stade d'évolution des pratiques pédagogiques, mais on commence à mutualiser des pratiques et à en avoir un usage professionnel. La troisième étape, c'est l'appropriation de l'outil, et c'est là où on arrive à une étape où la pédagogie devient plus interactive. La quatrième étape, c'est l'étape de la création, où on aborde la pédagogie innovante. L'élève devient acteur, producteur et acteur des enseignements, des contenus d'enseignement, comme on a pu le voir hier. Donc moi, j'ai l'impression que je me situe actuellement entre les étapes 2 et 3, et que c'est l'étape vraiment où il faut enclencher un plan de formation. On a vraiment été dans 2-3 années où on a sensibilisé, donné envie, amené des outils, et maintenant il faut structurer la formation parce que sinon on ne va plus progresser. On va stagner là où on en est. De formation et d'accompagnement. Formation et d'accompagnement. Alors, formation déjà. Et notre problématique dans les établissements français à l'étranger, c'est que nous dépendons des plans régionaux de formation pour mettre en place des formations. Et que ce n'est pas la tendance qui est prise actuellement que de mettre en place des formations à l'utilisation du numérique. On nous demande plutôt d'intégrer ces formations numériques à l'intérieur de chaque formation. Mais ça ne suffit pas et ça ne répond pas à la demande des enseignants qui veulent vraiment des formations numériques disciplinaires. Donc je pense trouver un autre moyen de développer la formation des enseignants, et c'est d'aller chercher la compétence là où elle existe. Je parlais tout à l'heure des établissements anglophones qui sont bien plus avancés, et j'imagine mettre en place un partenariat avec un établissement anglophone en termes de formation des enseignants numériques. Monsieur Filipposi, sur votre établissement, vous avez participé à cette réflexion est-ce que vous avez dans le projet d'établissement un volet numérique? Comment ça s'organise? Oui, nous on est à l'étape 4. Oui, en fait, on a le projet d'établissement a été. Il y a eu une réflexion. En fait, on a créé un nouvel environnement numérique de travail. Donc, on a mis en place un ENT
tout d'abord pour les enseignants dans un premier temps, et puis aujourd'hui tous les élèves de la 5e à la terminale utilisent cet outil, et il y a sur 80 profs, il y a 20 enseignants qui utilisent de façon régulière l'outil comme un travail collaboratif et d'accompagnement et de travail différencié. Mais malgré tout, il existe des formations, il y a des formations, mais c'est vrai qu'elles sont disciplinaires. L'utilisation des numériques en histoire géo, c'est une formation que l'on fait encore au Liban sur 3 jours. Mais c'est vrai qu'on est plus dans l'ordre, plutôt dans une thématique. Ça pourrait être la mondialisation chez nous, et puis comment utiliser les numériques dans la mondialisation. Et puis après, c'est des échanges. Il y a des échanges d'enseignants qui vont dans d'autres lycées avec les conseillers pédagogiques. Enfin, il y a des outils, quoi. Monsieur Perrochot, a priori, il y a des choses qui se passent dans votre établissement, puisque vous nous avez dit, par exemple, tout à l'heure, que vous aviez une décharge d'1h30, c'est ça, sur votre temps de service. Voilà. Et en fait, on cherche toujours dans l'idée de créer une dynamique collective, on cherche à harmoniser aussi les outils. Peut-être que je peux donner un exemple plus concret. On réfléchit aussi actuellement à la création d'un livret, par exemple, numérique artistique, qui suivrait l'élève sur les différents niveaux d'un cycle. Et donc, ça impulserait une dynamique dans le sens où chaque enseignant, chaque année, viendrait déposer les œuvres ou les gravures étudiées en classe. Et comme ça, à la fin de son année scolaire, l'élève aurait un portfolio numérique des différentes œuvres qu'il aurait étudiées en classe. Donc cette idée de dynamique collective au travers de l'harmonisation des outils, elle me paraît importante aussi. Merci Monsieur Perrochot. Pour terminer à 16h, puisque normalement nous devions finir à 15h30, déjà nous sommes en retard de 25 minutes, peut-être demander à la fois à Monsieur Dulac et à Madame Valta, qui n'ont pas la connaissance que vous avez du réseau MLF, de vos établissements, de votre fonctionnement aussi par zone géographique, suite aux échanges qu'il y a pu y avoir, notamment dans les ateliers, voir comment ils peuvent réagir et comment ils peuvent faire peut-être des comparaisons, des liens entre ce qui est vécu en métropole sur une académie, au niveau d'un territoire de bassin par exemple, et ce qui pourrait être fait au niveau d'une zone ou d'un établissement MLF. Alors Monsieur Dulac, vous avez donc participé à 2 ateliers sur la formation. Que pourriez-vous dire suite à ces ateliers par rapport à ce qui pourrait être mis à la place en termes de stratégie alors pas dire, mais en termes de suggestions, ce que vous avez entendu ce matin par rapport à cela, quoi. Oui, on a évoqué un bon nombre de sujets, d'outils, de pratiques. Je pense que peut-être une des premières entrées sur la question du numérique, comme sur beaucoup d'autres questions d'ailleurs, pour les personnels d'encadrement que nous sommes, c'est une entrée d'ordre politique et stratégique. C'est la dynamique, ce que vous évoquiez au travers du projet d'établissement, c'est de donner le sens. Et pour des enseignants, les emmener dans le numérique, pour quelqu'un qui n'est pas convaincu, peut-être, c'est déjà de se dire pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de changer, pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de changer mes pratiques. Et donc cette question du sens, de l'utilité, elle est première et elle est, me semble-t-il, déterminante. Après, je rejoindrai bien sur ce que disait Madame Valta tout à l'heure, sur les aspects d'accompagnement, ce que vous disiez aussi, Madame Négrel, sur les aspects d'accompagnement, d'encouragement, et de finalement que ces équipes d'encadrement soient en capacité, et je le vois avec nos personnels de direction stagiaires que nous accueillons tous les ans dans les promotions, qui ont la problématique finalement parfois uniquement des couches basses à nouveau. Mon débit internet n'est pas assez grand, n'est pas assez rapide, j'ai pas suffisamment d'ordinateurs. Ça n'empêche pas de parler de pédagogie et comme disait Monsieur Filipposi, parfois avoir le recours au numérique, c'est pas forcément des choses complexes, mais ça permet de se mettre en phase avec les élèves. Donc il y a vraiment une question du sens à donner à l'action et comment ce sens va se décliner de façon très pratico-pratique dans les emplois du temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans la gestion des services, dans l'organisation des espaces des établissements. C'est un sujet qu'on n'a absolument pas évoqué, mais Madame Baraté, hier, l'a effleuré un petit peu sur au lycée de San Francisco, la réorganisation des espaces. Donc on a un vrai sujet. Madame Valta ?
Alors, moi, je partage évidemment l'accompagnement des établissements, c'est aussi avoir peut-être une grille de lecture, vous l'avez évoqué, madame, hein, pour que les établissements puissent faire un diagnostic de la situation. Bon, Guillaume Lyon, au niveau de l'Académie de Dijon, l'a rappelé ce matin, nous mettons en place un label du numérique. C'est vrai qu'à peu de choses près, ça s'appellerait peut-être pas comme ça chez vous, mais il faut que ce positionnement permette à chaque enseignant ensuite de voir où il va et qu'il soit accompagné dans l'évolution par la formation. Pour qu'il se positionne tout simplement, hein, c'est un positionnement. Et en termes de formation, je crois qu'on l'a évoqué ce matin dans certains groupes, les formations hybrides sont aussi tout à fait adaptées parce que ça participe d'une formation à la fois en présentiel et à distance et on essaie de viser l'acquisition de compétences aussi dans les usages numériques par ce biais. Et puis encore une fois, on ne l'a pas du tout évoqué dans la formation des nouveaux enseignants. Alors je crois que vous, le contexte, il est très particulier hein, à la mission laïque, c'est que vous avez une grande majorité d'enseignants qui ont un statut particulier. Et au niveau du recrutement, comme pour les nouveaux enseignants en France, je crois que la maîtrise d'un certain nombre de compétences sur les usages numériques, ce sont des prérequis indispensables. Si on veut conduire dans une organisation scolaire un projet autour du numérique, il faut pouvoir s'appuyer, même si on a beaucoup de nouveaux arrivants, sur des pratiques et des compétences acquises sur un certain nombre de domaines. Après, les transférer au niveau pédagogique et didactique, c'est de la formation. Mais en tout cas, la maîtrise d'un certain nombre de compétences sur un peu de technicité, sur des applications, ça devient incontournable. C'est ce que nous exigeons, encore une fois, des nouveaux enseignants dans le cadre des masters de l'ESPE. Enfin bon, voilà. Merci à tous. Avant de partir, Michel avait mis en ligne donc ce document qui est donc le fruit d'un travail que nous avions organisé à l'ESEN par rapport à un colloque qui avait été mis en place il y a environ une année, et ce sont les actes numériques. Je pense que tous les articles qui sont mis en ligne et qui vous ont été envoyés par Michel pourront vous permettre de poursuivre cette réflexion que nous avons lancée aujourd'hui. Aussi, Michel mettra en ligne dans quelques jours, quelques heures, enfin tout de suite, Michel, un autre document qui a été travaillé par Olivier, par Monsieur Dulac, qui est un guide méthode qui a été travaillé avec les autres écoles du service public, donc dans le cadre du réseau des écoles du service public, qui est un guide méthodologique pour mettre en place une démarche de e-formation dans un établissement. Et là, il y a des fiches très opérationnelles qui peuvent vous accompagner dans la réflexion que vous pourrez conduire sur votre établissement ou sur un territoire. Peut-être pour terminer, suite à ce premier séminaire international que nous avions mis en place il y a environ un an, un nouveau séminaire international aura lieu. Donc le premier séminaire était sur la place des apprenants et le repositionnement des enseignants à l'heure des réseaux sociaux de formation. À l'ESEN, nous organiserons en octobre un nouveau séminaire international en prolongement, dans la continuité de ce qui avait été travaillé ici. Et je vais laisser, pour terminer, la parole à Monsieur Dulac pour qu'il vous dise 2 mots sur ce colloque qui sera organisé donc en octobre. Une minute, parce que Monsieur Bure est déjà quasiment debout. Donc, oui, un colloque qui va s'intituler « Le numérique en question » au pluriel. L'objectif, pour faire très court, c'est de se dire qu'on a un balancier qui est en train de passer en mode généralisation. Le numérique se généralise partout. Et l'idée, au cours de ces 3 jours, qui souhaitent associer l'enseignement scolaire, premier, second degré, l'enseignement supérieur, mais aussi l'interministériel, c'est de questionner la réalité et la pertinence de l'usage systématique du numérique. Parfois, on utilise le numérique parce que c'est du numérique. Bon, essayer de donner un peu de mise en perspective et de s'interroger sur ces questions-là. Donc, des binômes d'intervenants, d'universitaires, chercheurs du monde entier qui seront à Poitiers
en octobre. Si vous voulez redécouvrir, pour certains d'entre vous, les joies de la vie à Chasseneuil-du-Poitou, à côté du Futuroscope, vous êtes tous les bienvenus.